Aujourd'hui, on va voir comment on peut parler façon CNV. D'ailleurs, la CNV, c'est quoi? En fait, c'est une façon de communiquer qui favorise la coopération, qui est basée sur de l'empathie et du respect, et sur les besoins de chacun. Parce qu'en fait, lors d'un conflit, on a tendance à vouloir chercher qui a tort, qui a raison, qui est le plus fort, mais en fait, là, non. On veut trouver une solution pour bien vivre ensemble. On veut aussi maintenir le lien et en prendre soin. On ne veut pas le dégrader. La CNV a été créée par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain, dans les années 1960. En CNV, il y a deux symboles. Le premier, c'est la girafe, qui va représenter la façon de s'exprimer CNV. Pourquoi? Parce qu'elle a le plus grand cœur de tous les mammifères. Et du coup, on dit que la CNV, c'est le langage du cœur. Elle a aussi un long cou qui lui permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, aux émotions qu'on peut ressentir. Elle a des grandes oreilles qui lui permettent d'écouter avec empathie et elle a des grands sabots pour exprimer ses besoins avec authenticité. A contrario, on a le chacal qui lui va représenter la communication qu'on connaît tous, assez violente, remplie de jugement. C'est un animal qui en fait, quand il a quatre pattes, du coup, n'a pas vraiment la capacité de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, par rapport à comment il va dire les choses. Il va pas penser à l'effet que ça pourrait avoir pour son interlocuteur. Est-ce que tu préfères que je te dise arrête de me casser les oreilles, façon chacal, ou je me sens fatiguée, j'ai besoin de calme, est-ce que tu pourrais parler moins fort s'il te plaît, façon girafe. Par rapport à la violence, Marshall Rosenberg nous dit que en fait la violence c'est l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas satisfait. C'est la manifestation de l'impuissance et ou du désespoir de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que les mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Alors il attaque, il crie, il agresse. Marshall a écrit un livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Je vous laisse méditer là-dessus. Maintenant, on va voir les prérequis. Alors, de 1, il faut être dans la bienveillance. Après, il faut être aussi dans l'empathie, donc c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et il faut être dans l'écoute active. Ça veut dire, quand l'autre parle, ne pas vouloir répondre en dramatisant ce qu'il dit, ou en minimisant ce qu'il dit, ou en interprétant, en le ramenant à soi, à dire « Ah oui, bah moi, non ». On écoute vraiment l'autre. Généralement, quand on est en conflit, on va avoir tendance à exprimer les choses violemment. Et l'autre risque de se sentir en fait agressé. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il se sent agressé? Il va essayer de se défendre. Et du coup, là, on n'est pas du tout dans la résolution de conflit. On n'est pas dans essayer de trouver une solution. Moi, ce que je vais vous expliquer là, c'est comment on va faire pour aller voir l'autre et lui dire qu'est-ce qui s'est passé pour nous, comment on s'est senti, de quoi on avait besoin à ce moment-là, et lui faire une demande pour qu'à l'avenir ça se passe mieux et que vous puissiez être ok dans la relation. Donc c'est un processus en 4 étapes. 1. Formuler une observation par rapport à ce que l'autre a dit ou fait. 2. Identifier ce que vous avez ressenti. 3. Identifier le besoin qui n'a pas été nourri à ce moment-là. Et 4. Faire une demande pour trouver un terrain d'entente. Première étape, l'observation. Donc, ça consiste à exprimer ce qui est observable, sans interprétation, sans jugement, ni accusation. La question à se poser, c'est qu'est-ce que l'autre a fait ou dit. Je vous donne un exemple. Exemple d'une interprétation. Tu es mal habillé. Option 2, je décris la situation de manière observable. Ta chemise dépasse de ton pantalon. Voilà, là c'est tout à fait neutre, il n'y a pas d'interprétation de ma part. En fait, l'observation, c'est un point central dans la résolution de conflits parce qu'elle fait la distinction entre ce qui est et ce qu'on pense, ce qui est complètement différent. Pour vous donner un exemple sur la trame, là je vais prendre l'exemple d'une mère qui rentre dans la chambre de son ado et qui voit des habits sur le sol. Donc, c'est quelque chose qui aura généré vraiment des émotions fortes à l'intérieur d'elle et un potentiel conflit. Donc, par rapport à cette situation, elle pourrait par la suite aller voir son fils et lui dire, voilà,
quand je suis rentrée ce matin dans ta chambre et que j'ai vu 2 paires de chaussettes et 5 t-shirts sales sur le sol. Et après, on va voir pour la suite. Donc du coup, là, c'est pas, c'était en bordel complet. Non, en fait, elle explique vraiment ce qu'elle a vu. Une autre personne qui aurait pu rentrer dans sa chambre aurait pu dire exactement la même chose. Maintenant qu'on a décrit la situation qui était à l'origine du point de friction, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est identifier son ressenti. Donc là, l'idée, c'est de se demander, voilà, quand l'autre a fait ou dit cela, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Pour ça, vous allez pouvoir faire référence aux 5 émotions de base et aussi à tout ce qui est sensations corporelles. Pour acquérir le vocabulaire, je vous conseille Apprenti Girafe. Elle fait des super cartes trop mignonnes de ressentis, idem pour les besoins. Donc par rapport aux émotions de base, en fait, ok, vous avez peut-être été en colère, mais finalement, vous avez peut-être été plutôt agacé qu'en colère. Sous chaque émotion, il y a des déclinaisons de mots et c'est intéressant de connaître justement ce vocabulaire-là pour après chercher vraiment ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Donc par exemple, si vous avez été triste, vous auriez pu être abattu, consterné, débordé, découragé, démoralisé, déprimé, désespéré. Voilà. En colère, vous auriez pu être donc agacé, contrarié, dégoûté, écœuré, fâché, enragé, furieux, irrité. Voilà, il y a différentes nuances. Donc c'est bien de les connaître. Attention, parce qu'il y a certains mots qui vont en fait être des interprétations ou des jugements masqués. Tout ce qui va tourner autour de l'accusation, du rejet, de l'attaque, de la domination, en fait, ça va pas fonctionner. Parce que si vous dites à l'autre, par exemple, je me suis senti agressé, ça induit que lui vous a agressé. Or, c'était peut-être pas son intention. Ça, c'est votre interprétation qui vous a agressé. Il vous a peut-être juste dit un mot qui fait que vous êtes senti agressé, mais qu'une autre personne, elle aurait pu recevoir ce mot et puis elle se serait pas sentie agressée. Donc, toutes les actions qui incombent le fait que l'autre a fait quelque chose, vous a rejeté, vous a fait ceci ou cela, ça marchera pas. Donc, admettons, ok, vous êtes senti agressé. Très bien. Ce qui va être bien à ce moment-là, c'est de vous poser la question, comment je me suis sentie quand je me suis sentie agressée? Est-ce que je me suis sentie triste? Est-ce que je me suis sentie en colère? Voilà. Et donc là, vous allez aller à la racine du vrai sentiment qui est propre à vous-même. En fait, l'autre, il est jamais responsable de nos sentiments. La personne, elle est juste responsable de ce qu'elle a dit ou fait. C'est tout. Donc par rapport à notre exemple là de la mère qui rentre dans la chambre de son ado, donc on a vu la première étape, quand elle a vu tous ses vêtements sur le sol, elle a pu se sentir démunie par exemple. Voilà, c'est une idée de ressenti qu'elle a pu ressentir qui lui appartient que à elle. Troisième étape, les besoins. Quand on est dans un conflit, c'est que à l'origine, il y a un de nos besoins qui n'a pas été satisfait. Donc là, la question c'est quel besoin je cherche à nourrir. Et je rappelle que, voilà, comme Marshall Rosenberg le disait, la violence, ça part de l'expression d'un besoin qui n'est pas satisfait. Et en tant qu'humain, on a tous les mêmes besoins, mais on n'a pas les mêmes stratégies. Et c'est là que les points de friction se font. Par exemple, une personne, pour se vider la tête, elle va pouvoir aller courir. Et une autre personne, elle va avoir envie de bouquiner. Vous voyez que c'est vraiment très différent. Pourtant, le besoin, c'est le même. Donc dans les besoins, il va y avoir plusieurs catégories de besoins. Il y a les besoins physiologiques, de sécurité, la protection, la stabilité, les besoins d'estime, de reconnaissance, les besoins de réalisation de soi, d'accomplissement, etc. Il y en a vraiment plein. Pour exprimer son besoin, il va y avoir 2 choses à respecter. La première, c'est de parler de soi uniquement, pas de l'autre. J'ai besoin de... Voilà. Et la deuxième, c'est de parler juste du besoin et pas d'une action concrète. J'ai besoin de calme et pas de j'ai besoin que tu arrêtes de faire du bruit. C'est différent. Donc pour ça, encore une fois, ça va être intéressant d'avoir le vocabulaire pour vraiment chercher quel besoin est à l'origine du point de friction pour vous. Donc je vais vous en citer quelques-uns, comme ça vous fera des petits exemples de vocabulaire.
Donc par rapport à la catégorie de besoins de l'affection, on peut avoir besoin d'attention, d'authenticité, de bienveillance, de communication, de complicité, de compréhension, de confiance, de considération, d'écoute, de partage, de réciprocité, de sécurité, de soutien. Pour la catégorie de réalisation, on peut avoir envie d'accomplissement, d'apprentissage, de beauté, de créativité, d'évolution et d'exploration. Pour les besoins liés au sens, on peut avoir un besoin de cohérence, de dignité, d'ordre, de préservation. Après, on a tout ce qui est célébration, célébrer la vie, fêter, honorer, tout ça. Pour les besoins de participation, on a l'appartenance, la contribution, la collaboration, la coopération, et il y en a vraiment plein. Donc par rapport à notre exemple, avec la mère qui rentre dans la chambre de son ado, quand elle a vu les 2 paires de chaussettes et les 5 t-shirts sales sur le sol, elle a pu se sentir découragée parce qu'elle avait besoin de soutien, par exemple. Ok, maintenant, 4e étape, faire une demande. Donc, après avoir observé ce qui s'était passé, identifier ce qu'on a ressenti, identifier notre besoin qui n'a pas été satisfait, on va maintenant proposer quelque chose, on va faire une demande pour solutionner le problème. Pour apprendre à faire une demande, il va y avoir des critères à respecter. La première, ça va être de s'adresser à quelqu'un de précis. Est-ce que tu serais d'accord? Et pas est-ce qu'on pourrait m'aider? Parce que du coup, voilà, c'est pas précis, les personnes, elles vont pas se sentir forcément concernées, alors que si la personne, elle comprend qu'on lui parle à elle, eh ben, notre communication aura plus d'impact. Après, notre demande, elle va avoir besoin d'être située dans le temps. Je vous donne un exemple. Orlan, est-ce que tu serais d'accord pour faire la vaisselle d'ici 15 minutes? Voilà, au moins ça situe parce que, par exemple, Orlan, elle pourrait être d'accord sur le principe de faire la vaisselle, mais voilà, peut-être qu'elle aurait envie de la faire d'ici 1 semaine. Et par rapport à notre demande, c'est pas dans cet ordre de temps que ça s'inscrit. Ce qui va être important aussi, c'est de faire référence à une action concrète. Est-ce que tu pourrais faire la vaisselle? Et pas juste est-ce que tu pourrais m'aider? Comme ça, la personne, elle sait exactement ce que vous attendez d'elle. Et voilà, vous avez plus de chances à ce que ça se passe bien. Après, ce qui va être important aussi, c'est de formuler les choses positivement et pas négativement. Donc, parce que si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose avec un chapeau melon sur la tête, vous pensez à quoi? À l'éléphant rose avec un chapeau melon sur la tête. Du coup, voilà, c'est juste ne pas utiliser la négation. Et en dernier, faire en sorte que cette demande soit négociable. Et oui, parce qu'en fait, c'est pas un ordre, ça reste une demande. Donc la personne, elle peut vous dire non. Donc par rapport à notre exemple de référence, par rapport à la mère, voilà, quand elle est rentrée dans la chambre de son ado et qu'elle a vu les habits sales sur le sol, elle lui a dit qu'elle s'était sentie découragée, qu'elle avait besoin de soutien. Et donc la demande qu'elle pourrait lui faire, ce serait est-ce que tu serais d'accord pour, voilà, quand le soir tu te changes, est-ce que tu pourrais mettre directement tes habits sales dans le panier à linge sale? Donc je vous fais un petit récap de tout le processus. Du processus OSVD. Donc, quand tu fais ou je vois ou j'entends décrire la situation qui a créé un conflit, je me sens citer ce que vous avez ressenti, qui n'est pas provoqué aussi par autrui, ça c'est vraiment important. Car j'ai besoin de citer votre besoin. Et enfin, est-ce que tu serais d'accord pour proposer une action qui viendra satisfaire votre besoin? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vos relations. Et je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. À bientôt!